La paracha Tazria traite au début du cas d'une femme qui conçoit un enfant et qui enfante, soit un garçon, soit une fille. À ce propos, Rabbi Elazar affirme dans le Talmud Nida, à la page 31a, Rabbi Elazar dit « À quoi l'embryon dans le ventre de la mère ressemble-t-il » Il répond l'embryon ressemble à une noix posée dans l'eau d'une bassine. Si un homme touche la noix, elle s'enfonce d'un côté ou de l'autre. Puis la Guémara continue, selon une braïta, pendant les 3 premiers mois de la grossesse, l'embryon réside dans la partie la plus basse de la matrice. Durant les 3 mois suivants, les mois 4, 5, 6, l'embryon réside au milieu de la matrice. Et pendant les 3 derniers mois, l'embryon réside dans la partie haute de la matrice. Lorsque vient l'instant de sortir dans ce monde, l'embryon se retourne de façon que sa tête soit vers le bas. Et il sort, ce qui provoque les douleurs de sa mère. Et enfin, il est écrit dans cette braïta, la naissance d'une fille est en général plus douloureuse pour la maman que la naissance d'un garçon. Le thème traité suscite 6 questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Première question. Pourquoi Rabbi Elazar a-t-il comparé l'embryon à une noix qui flotte sur l'eau? C'est ce verset du Teilim 71, verset 6, que nous allons citer. C'est de ce verset que Rabbi Elazar a été inspiré pour comparer l'embryon dans le ventre maternel à la noix. En effet, ce verset dit « Mimere imi ata gozi » des entrailles de ma mère, tu m'as tiré, gozi. Becha teilati tamid. C'est pourquoi je t'adresse une louange permanente. Et le mot gozi, tu m'as tiré, c'est David Ameller qui parle à Kadosh Baruch Hu, tu m'as tiré des entrailles de ma mère. Le mot gozi a la consonance du mot égoz, qui en hébreu veut dire la noix. Cela a inspiré Rabbi Elazar à comparer l'embryon à la noix. Maintenant, comment comprendre cette comparaison à une noix qui flotte sur l'eau? Nous savons que l'eau, en hébreu, se dit maïm, au pluriel. Pourquoi l'eau est au pluriel dans le langage hébraïque? Parce que l'eau n'a pas une forme propre, n'a pas une tsura propre. L'eau épouse toujours la forme du récipient qui le contient. L'eau est un état désordonné et l'eau représente la matérialité. Ainsi, contrairement au solide qui représente l'ordre, l'eau, par son pluriel, maïm, nous montre que l'eau symbolise le contraire de la hardout, de l'unité, par son pluriel. C'est parce que l'homme, et dès le départ l'embryon, se distingue
de la matérialité plus que toutes les autres créatures que Rabbi Elazar a comparé l'embryon à une noix qui flotte sur l'eau. C'est-à-dire que la noix ne fait que flotter, elle se distingue de l'eau, elle peut être retirée facilement parce que l'embryon l'embryon ici, quand il sera tiré des os de la maman, il sera donc séparé de la matérialité symbolisée par les os. Par exemple, quand Moshe Rabbeinu, son berceau était posé dans le Nil, il s'est appelé Moshe parce qu'il a été tiré des eaux. Alors, évidemment, que signifie ici sur le plan midrashique tirer des eaux? Tirer de la matérialité, puisque le Nil est symbolisé toute la matérialité, la richesse de l'Égypte. Et c'est ainsi qu'on comprend la comparaison de cette noix qui flotte sur l'eau. De plus, Rabbi Elazar, dans cette comparaison, a voulu montrer la bonté de l'Éternel, de placer l'embryon comme une noix dans les os de la matrice de la maman, de façon qu'en cas de choc contre le ventre maternel, les os de la matrice vont amortir ce choc et ainsi empêcher l'embryon de recevoir un mauvais coup. Deuxième question. À quoi fait allusion l'enfoncement de la noix d'un côté ou de l'autre? Selon Ben Ishraï, la valeur numérique, la gematria du mot égoz, la noix, est 17. En effet, les 4 lettres qui composent le mot égoz sont Aleph, Gimel, Vav et Zaïn, de valeurs numériques respectives 1, 3, 6 et 7, ce qui fait un total de 17. Nous avons 2 mots dans le langage hébraïque qui ont également la valeur numérique 17. C'est le mot tov, le bien, les bonnes actions. En effet, tov s'écrit tête, vav et bet, ce qui fait 9 plus 6 plus 2 égale 17. Et également un autre mot à la valeur numérique 17, c'est le mot chet, la faute, le péché. Chet, formé de 2 lettres, la lettre chet de valeur numérique 8 et tête de valeur numérique 9, 8 et 9, 17. Le fait que le égos est associé à la même valeur numérique que 2 mots, l'un positif, le tov, l'autre négatif, le chet, vient nous enseigner que l'embryon, si Rabbi Elazar l'a comparé à une noix, c'est parce que cet embryon, au moment où il est dans le ventre maternel, n'est pas encore sorti dans ce monde, donc il n'a encore ni péché, ni bonnes actions. C'est pour ça qu'il est écrit que il est écrit que en touchant l'embryon ou la noix se déplacera d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire que les 2 possibilités sont là pour cet enfant. Seul son libre arbitre, quand il grandira, va déterminer soit des bonnes actions, soit des fautes. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication,
est donné par le Maharal de Prague dans son ouvrage de Chidouché Agadot. Il dit que le fait que Rabbi Elazar il dit que ça pourrait se déplacer mikan ou mikan, ça veut dire soit d'un côté, soit de l'autre, c'est pour venir rappeler que l'homme dans ce monde n'est pas considéré totalement comme un être supérieur, mikan, et ni comme un être inférieur. L'homme peut à la fois être à un très haut niveau ou à un très bas niveau. Et c'est ça l'image de l'embryon qui est le début de ses potentialités et de sa vie, qui peut basculer d'un côté positif ou d'un côté négatif. Troisième question. Pourquoi la Braïta dit que l'embryon se déplace dans le ventre maternel d'un compartiment à l'autre pendant la grossesse? Selon le commentateur Etz Yosef, la matrice de la mère, la matrice se dit en hébreu rechem, est étroite vers le bas et s'élargit vers le haut. Au début, l'embryon se trouve dans la partie la plus basse où il est conçu et durant 3 mois se développe dans cette partie basse, là où il est conçu. Au bout de 3 mois, l'embryon qui a grandi ne peut plus tenir dans l'espace étriqué de la partie basse et donc se déplace vers la partie médiane de la matrice, donc dans cette partie qui est plus large que la partie inférieure. Et 6 mois après sa conception, l'enfant ayant grandi encore pendant ces mois intermédiaires, 4, 5, 6, l'enfant remonte vers le compartiment supérieur qui est beaucoup plus spacieux et c'est là qu'il va se trouver à la fin de la grossesse. C'est dans ce compartiment appelé Mador en hébreu, dans ce Mador supérieur, que l'enfant va se retourner au moment de la naissance, la tête vers le bas, pour pouvoir sortir dans ce monde. Citons 3 réponses à cette question. La première réponse est donnée par le Maharal. Il dit que lors de la création de l'enfant dans le ventre maternel, 3 choses interviennent. 1, le chomer, la matière, qui constitue le corps de l'enfant. 2, la tsura, la forme qui façonne le corps. Et 3, l'âme, la neshama, qui sera distincte de l'embryon. Et le Maharal ajoute, durant les 3 premiers mois de l'embryon dans le mador inférieur, son chomer, la matière dont son corps est formé, se développe et au bout de 3 mois, c'est terminé. Le chomer est entièrement là. Puis, durant la deuxième phase, les mois 4, 5 et 6, la mise en forme du corps de cet enfant s'effectue dans le compartiment intermédiaire. Enfin, durant les 3 derniers mois de grossesse, c'est la neshama qui avait déjà été conçue au 40e jour de la naissance. Cette neshama, cette âme,
qui atteint sa plénitude dans le compartiment supérieur. Ainsi, chacun des compartiments va développer l'un le chomer, l'autre la forme et l'autre la neshama. Deuxième explication. À quoi font allusion les trois compartiments? Ils font allusion aux trois périodes de la vie d'un homme sur Terre, puisque l'embryon, c'est un homme dans sa potentialité au départ. Et il existe des jours de progression, il existe des jours de maintien et il existe des jours de descente, c'est-à-dire de dégradation, qu'on appelle respectivement les jours de Ralia, les jours de Ramida et les jours de Yerida. Les séjours dans chacun des trois compartiments cités font allusion justement aux trois périodes de la vie d'un homme, les jours de croissance, les jours de maintien et les jours de descente. Troisième allusion. Selon le commentateur Baruch Laner, les trois résidences de l'embryon dans chacun des trois compartiments vient apprendre à l'embryon, avant même qu'il ne naisse, trois conduites qui lui seront utiles au cours de sa vie. L'humilité, la recherche toujours de l'équilibre et du juste milieu, et enfin, l'ambition sur le plan spirituel. À son séjour dans le Mador inférieur correspond, dans cette étroitesse, l'apprentissage de l'humilité, de savoir accepter, de se faire petit. La deuxième résidence dans le Mador intermédiaire correspond à l'apprentissage où il doit apprendre à rechercher le plus possible ce qu'on appelle le derer hametzaï, c'est-à-dire le juste milieu, puisque la Torah est une loi de modération qui s'oppose à tout extrémisme. Enfin, dans le troisième compartiment, le compartiment supérieur, l'enfant va apprendre, puisque là sa neshama se développe comme on l'a dit, va apprendre la conduite qu'il doit avoir dans ce monde sur le plan spirituel, vouloir toujours être ambitieux sur le plan spirituel et moins ambitieux sur le plan matériel. Il faut de l'enthousiasme, il faut comprendre que toute personne a en lui des potentialités, des capacités enfuies en lui, où il peut y puiser des forces spirituelles bien supérieures à celles qu'il pourrait imaginer. Et à lui de les réaliser et de se surpasser sur le plan spirituel. Cela correspond au séjour dans le Mador supérieur. Cinquième question. Où y a-t-il dans la Torah une allusion au fait qu'une maman accouche avec plus de douleur en général quand elle accouche d'une fille que d'un garçon, comme le dit la Haggadah? On l'apprend du verset de Bereshit, chapitre 35, verset 17. Il est écrit « Vayehi be'akashta be'ledatea » il fut que lorsque Rachel était en proie aux douleurs de son enfantement, la sage-femme lui dit « Rassure-toi, il s'agit d'un garçon. » Rachel
savait par prophétie que Yarakov devait avoir 12 garçons. 6 sont nés chez Léa, 2 sont nés chez Bilha, la servante, 2 sont nés chez Zilpa, la servante, et elle s'est dit, j'espère avoir moi aussi 2 garçons, au moins autant que les 2 servantes, que chacune des 2 servantes. Effectivement, elle a eu Yosef, dont elle a accouché pratiquement sans douleur, et lorsqu'elle a eu le deuxième enfant, elle pensait que vu les douleurs intenses et que l'accouchement était très laborieux, elle pensait que c'était une fille. Et finalement, la sage-femme la rassure, c'est un garçon. C'est-à-dire que ici, le fait qu'elle craignait que, à cause de l'accouchement laborieux et douloureux, ce soit une fille, et la sage-femme a dû la rassurer, c'est de là qu'on apprend qu'en général, l'accouchement d'une fille est plus douloureux que l'accouchement d'un garçon. Sixième et dernière question. Pourquoi, au début de la paracha Tazria, est-il dit que lorsqu'une femme a enfanté un garçon, elle sera impure durant 7 jours et sa convalescence durera 33 jours, alors que si elle a accouché d'une fille, les périodes sont doublées, c'est-à-dire qu'elle sera impure pendant 14 jours et sa convalescence sera de 66 jours. Pourquoi ce doublement de la période d'impureté lorsqu'il s'agit d'une fille par rapport au garçon? Nous allons en donner 2 réponses. Première réponse, c'est Nachmanide, Ramban, qui dit que le retour à l'état normal d'une femme qui vient d'accoucher exige un délai plus long après la naissance d'une fille pour que son corps se rétablisse que pour la naissance d'un garçon. C'est donc un problème physiologique. Deuxième explication, qui à mon sens est plus intéressant. Nous savons que dans la création, tous les êtres créés, qu'ils soient des êtres minéraux, végétaux, animaux, humains, au fur et à mesure que l'être créé en dernier est à un niveau plus haut que l'être créé en premier. Il est évident que le végétal est à un niveau supérieur à celui du minéral, que l'animal est supérieur au végétal et au minéral. Donc l'homme qui a été créé en dernier, c'est le niveau le plus haut. Et comme la femme a été créée après l'homme, tirée de l'homme, d'Adam, donc la femme est encore à un niveau plus haut que l'homme. Alors maintenant on comprend. La Kedusha d'une femme, d'après l'ordre de la création, est donc supérieure à la Kedusha de l'homme. De sorte que lorsque du ventre maternel sort cet être féminin, ce bébé-fille, dans le ventre de la maman, la sortie de cette Kedusha intense, parce que c'est une fille, va être remplacée par une impureté intense. Tandis que lorsqu'elle accouche d'un garçon, de Kedusha moins grande, la sortie de ce garçon, de ce jeune garçon bébé du ventre maternel, dont la Kedusha est inférieure à celle d'une fille, va entraîner le remplacement dans le ventre maternel d'une impureté moins forte parce que la Kedusha du garçon est moins forte que celle d'une fille. Et ainsi, on comprend pourquoi la durée d'impureté à la naissance d'une fille sera double
pour la maman que la durée d'impureté pour un garçon. Je vous remercie.